Bon, Bezrat Hashem. Bonjour tout le monde. On est mercredi. On a encore décalé le cours du mardi à mercredi. C'est le problème quand vous faites appel à des rabbins tunisiens. On a des problèmes avec le... On arrive un peu en retard. 24 heures de retard, encore. Alors, Bezrat Hashem, tu vas rester debout? Si ça vous fait plaisir, oui. Non, moi ça me fait pas plaisir, j'ai envie que tu t'asseyes. Si ça vous fait plaisir, moi je m'assois. Hein? Si ça vous fait plaisir, moi je m'assois. Non, assieds-toi. Bezrat Hashem. Alors, donc on est avec la bande des tireurs d'élite de Natania. Baruch Hashem. Hanouka Sameach à tous. On est en plein Hanouka. Avec l'aide de Dieu. Donc dans un premier temps, je propose de voir quelques halakhot sur lesquels beaucoup de gens ont tendance à se tromper durant Hanouka, en tant que Sfaradim. D'accord? Et on va essayer d'expliquer les choses. Okay, les halakhot dont je vais parler concernent essentiellement les Sfaradim. Donc voilà. Ok? Bezrat Hashem. On voit en réalité qu'à Hanouka, il y a la mitzvah de Pirsuma Denissa. D'accord? De faire connaître le miracle au plus grand nombre. Donc d'en parler autour de soi, etc. Donc le fait d'allumer la Hanouka, quand on allume la Hanouka, il faut l'allumer la Hanouka à un endroit où les gens depuis l'extérieur puissent voir la Hanouka. D'accord? Donc quand on regarde au niveau de la halakha ou de la Gemara, etc., on disait en face de la mezouza, à l'entrée de la maison, d'accord? À l'époque, les maisons donnaient sur la porte de la maison donnait sur la rue. Alors quand on habite dans les immeubles, on dit alors là où les gens passent dans les escaliers. Ok? Et si les gens ne passent pas dans les escaliers, parce qu'aujourd'hui il y a des nouveaux immeubles, c'est des tours avec je ne sais pas combien d'étages, il y a très peu de gens qui passent dans les escaliers. D'accord? Alors de mettre à une fenêtre. Mais en réalité, on dit mais au-delà d'une certaine hauteur, la même hauteur que pour la souka, qui est combien? 1 6 mètres. Non, là, attendez, il faut faire un effort là. Hein? Oui. C'est combien de hamot? 2 mètres. Hein? 2 mètres. C'est 2 mètres. Bon, Bezrat Hashem. Alors, C'est 3, c'est 3. on doit pas dépasser, d'accord, Bezrat Hashem, une hauteur de 5 mètres à peu près, plus ou moins, d'accord? Donc on voit au niveau de la Hanoukia, ok? Plus de cette hauteur-là, ça peut être un problème, on ne voit pas bien la Hanoukia, ok? Maintenant, le problème c'est quoi? C'est quoi le problème? Quand j'habite dans les immeubles, on dit non, c'est à partir de la hauteur du sol de ton endroit, et les gens, ils ont l'habitude de regarder les immeubles, de voir les immeubles, aux fenêtres, etc. Ils voient la Hanoukia. Ok, donc tu as le Henyan de Pirsuma Denissa, d'accord? De mettre la Hanoukia à un endroit où on peut la voir. Donc, Baruch Hashem, il y a beaucoup d'allumages qui sont organisés en ville, dans différentes villes, en extérieur, Baruch Hashem. On a nos frères Chabad qui organisent ça pour faire le Pirsuma Denissa. On a qui, Messirut Nefesh, tourne dans les rues avec la Hanoukia allumée au-dessus de la voiture pour rappeler aux gens le jour et le nombre de jours, etc. Et j'ai connu plus d'une personne, pas du tout religieuse, qui ont envie d'allumer la Hanouka à cause de ce genre de voiture, que beaucoup de gens disent regarde celui-là avec sa Hanouka sur le toit de sa voiture. Je ne dis pas le résultat que ça donne en réalité chez les gens. C'est pas à cause, c'est grâce. Hein? C'est pas à cause. Bon, mais voilà, on s'est compris. Voilà, mais tout est à cause des religieux aujourd'hui de la Torah. Donc, ou alors au lieu de dire que tout est grâce aux religieux et à la Torah. Voilà. Donc c'est la même idée à peu près. Donc on reprend Bezrat Hashem. Ça compte le meuble d'en face vis-à-vis? Ouais, ça compte. Bien. Je peux continuer? Pour diffuser ça? Oui, ça compte. Maintenant, regarde, je vais t'expliquer. Si maintenant toi, tu es dans un cas de figure, c'est le suivant. Tu es dans un immeuble, il n'y a personne qui passe à côté de ta porte. Okay. D'accord? Mettre à l'entrée de l'immeuble en bas, dans la rue, au rez-de-chaussée, le Vaad Abaït, il va te dire c'est dangereux, on ne veut pas, s'il y a un enfant, le feu, c'est aussi une possibilité. D'accord? Mais c'est important que tes enfants aient dans ta maison, ils voient pendant la première demi-heure à partir de la sortie des étoiles, qu'ils voient le fait que tu as allumé la Hanouka et que tu puisses surveiller que la Hanouka reste bien allumée. Parce qu'il y a une halakha qui est extrêmement importante. Si la Hanouka s'est éteinte dans la première demi-heure à partir de la sortie des étoiles, d'accord? Donc on n'est pas acquitté de la misva. Et les bénédictions qu'on a fait, d'accord? Premier soir, il y a 3 bénédictions. Vous les connaissez maintenant? Ouais. La Adlik Ner Hanouka. D'accord? Et pas Ner Shel Hanouka. Ça, c'est le Nosar de nos frères Ashkenazim. Nous, les Sfaradim, on dit Ner Hanouka. C'est important. Quand les Sfaradim disent Ner Shel Hanouka, c'est un problème. Et on considère qu'ils ont fait Bracha les Batala. C'est un problème. C'est pas
C'est pas une blague, ok? Et j'ai beau l'expliquer à tous nos frères Ashkenaz et Chabad qui distribuent leur alonim, d'accord, et leurs feuilles, où c'est marqué Ner Shel Chanukah, il y en a qui distribuent ce genre de truc, on a beau leur expliquer, bon. Alors c'est pour ça que des fois vous voyez le shell entre parenthèses, d'accord? Par exemple, ok? Donc c'est des choses qui sont importantes à bien comprendre. Patach Eliyahu, par exemple, en France, il a pris le Nosar Ashkenaz et Séfarad. Il voulait un livre qui unissait tout le monde. Il a repris le Nosar des livres, d'accord, Tfilat HaChodesh, des livres connus qu'on avait en Afrique du Nord, ok? Et en réalité, dedans, il a introduit quelques notions et quelques Nosar Ashkenaz. C'est pour ça que dans le Patach Eliyahu, vous avez le shell entre parenthèses, d'accord? Donc voilà. Mais c'est extraordinaire ce qu'il a fait M. Charbit à l'époque, d'accord? Chez ce qu'il a mis avec le Patach Eliyahu, comment il a réussi à rentrer ce sidour et à unir toutes les communautés françaises autour d'un seul et même sidour. Ce qui n'était pas évident. Aussi bien les séfarades que les ashkénazes. Et chez les séfarades, c'était un peu plus délicat parce que il y avait différentes formes de séfarades en France. Hein. Les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, tout le monde avec le même sidour. Et tout le monde s'y retrouvait avec ses coutumes, etc. Donc c'est un sacré travail qu'il a fait autour du Patach Eliyahu. Donc c'est un sidour, il faut faire très attention avant de commencer à le critiquer. C'est tout ce que je dis. Il a fait ça à une époque où il n'y avait pas grand-chose. Avant, on avait les Bnei Tzion qu'on en achetait en Israël, qui étaient très très mal écrits, très très mal faits. Et tous les gamins, quand ils sont allés, dont moi, quand on allait à l'école juive, Baruch Hashem, quand on nous a donné le Patach Eliyahu avec les explications en français pour la tfila, ça nous a énormément aidé, Baruch Hashem. Donc voilà, je précise. Voilà, M. Charbit, si vous nous regardez. Alors maintenant, on va continuer, Bezrat Hashem. Ok? Je parlais de lui justement la semaine dernière avec un ami à lui. Alors, on va continuer, Bezrat Hashem. On voit en réalité qu'il y a une chose qui est très importante. C'est qu'en réalité, c'est qu'au niveau des halachot, donc il y a le nosar des brachot. Donc on dit Ner Hanouka, nous les Sfaradim. Ok? On fait les brachot. Maintenant, il est important de savoir qu'il y a différents débats. Est-ce que j'allume à partir que j'ai fait la Dikner Hanouka, ok? Asher Kinchalom ça se fait à nous, ok? Ou est-ce que je fais après chez Hassanissim, là, votez-nous Bazemanazé, est-ce que j'allume? Alors on voit que certains kabbalistes disent non, tu as dit la Dikner Hanouka, tu commences à allumer et pendant que tu allumes, tu fais chez Hassanissim. La véritable coutume, c'est de faire toutes les brachot et de commencer à allumer. D'accord? Donc d'abord on fait toutes les brachot et après on commence à allumer parce que toutes les brachot vont ensemble. Donc la Dikner Hanouka et chez Hassanissim, les deux vont ensemble. Ok? Et après on commence à allumer. Vous avez compris? Ça c'est important. Deuxièmement, et ce qu'on doit arriver à comprendre, c'est que on a un inyan que comme c'est marqué dans ma Masechet Shabbat, c'est marqué ner leish ou beto. Donc un homme, le ner ici, ça représente l'ustensile, la chanoukia. C'est ça qu'on appelle le ner, c'est pas la bougie. Ok? Contrairement à ce que les Français ont l'habitude de traduire. Le ner ici, ça représente l'ustensile qui contenait à l'époque l'huile. Dans la Gemara, quand on parle de ner, c'est un ustensile dans lequel on mettait de l'huile avec une mèche, donc une espèce de lampe à huile, qu'on allumait. Dans le cas de Hanouka, on parle d'une Chanoukia, d'accord, qui a la forme du candélabre, d'accord, donc de la menorah, du Bet Amikdash. Et pour quelle raison, on va expliquer, d'accord, pourquoi en forme de candélabre et de Hanouka et à quel point c'est important, d'accord, Bezrat Hashem. On voit réellement qu'il y a un point ici qui est extrêmement important. Quand moi je viens et que j'allume la Hanoukia, quand on dit ner les ish ou beto, on nous apprend de là que l'obligation d'allumer la Hanouka, c'est dans l'endroit où tu habites. Beto, sa maison. D'accord? Mis à part ça, Chazal, notre maître de mémoire béni, nous enseigne Beto. Ils disent Altikra Beto et la Bito. Ne dit pas sa maison, mais dit sa fille. Pourquoi on dit sa fille? Parce qu'il faut savoir que lorsqu'un homme épouse une femme, d'accord, on considère que la femme, le soir de la choupa, elle sort sous l'autorité de son père et de la protection de son père pour entrer. J'aime pas le mot autorité parce que c'est pas ce qui marche du tout avec les femmes, d'accord? Je vous dis ça parce que je m'occupe un peu de Shlom Baïd, d'accord? Et qui rentre en réalité sous la responsabilité, c'est plutôt ça. C'est pas autorité, c'est la responsabilité de son mari, d'accord? En réalité, donc, elle était sous la responsabilité de son père jusqu'à présent, et elle passe le soir de sa choupa sous la responsabilité de son mari. De ce fait, tout homme doit considérer sa femme comme son propre enfant. Moi, je sais que ça fait fou. Mais si on réfléchit bien, hein, si chaque mari et chaque femme considérait, il faut voir le terme de la Gemara, comment il est magnifique. Parce que si chaque mari,
effacé ça. Ah, ça a repris? Bon, alors ça a repris. Alors on a coupé. Appelez pas pendant le truc là. N'appelez pas. Bezrat Hashem. Voilà, Bezrat Hashem. J'ai toujours des gens, quand ils voient le direct, ils pensent que c'est le moment de m'appeler. Ils disent, ah, il va répondre, il est en direct. Il est en ligne. Voilà. Attends, alors Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu. Donc on reprend. Je sais pas où ça a coupé, on va reprendre un peu en arrière. Refais-le-me-le. On les considère comme Conjointe, comme. On voit, dans la Gemara, c'est marqué Ner li ishu beto. Donc la femme, on dit, ne l'appelle pas. On dit ta maison, on dit Altikra beto et la bito, c'est ta fille. On apprend de là que l'homme acquitte sa femme au moment de l'allumage. Pourquoi? Parce qu'il doit considérer sa femme le soir de la choupa, lorsqu'elle leur sort de la responsabilité de son père, qu'elle rentre sous sa responsabilité, il le doit considérer comme sa propre fille, entre guillemets, son propre enfant. Et si on voit en réalité en matière de shlom bait, ok? Si chaque conjoint considérait l'autre un petit peu comme un enfant, quand nos enfants nous parlent mal, ils nous font des crises, d'accord? On excuse, il a ses hormones, il a ceci, elle a ses hormones, il a nana, oui ou non? Et si en réalité on trouvait les mêmes excuses à son conjoint et sa conjointe, et qu'on considérait l'autre un peu comme un enfant, bah ça permettrait de faire avancer beaucoup plus facilement le mariage. Moi, le soir de ma choupa, c'est une anecdote que j'ai racontée énormément de fois, d'accord? Mais qu'il faut bien comprendre. J'ai déjà placé le produit chez ma femme. Je lui dis tout de suite après la choupa, je lui dis, je t'avertis tout de suite. Hein, voilà. Je peux avoir l'air très intelligent, je peux avoir l'air très adulte, je peux être de très bons conseils, mais me comporter comme un véritable gamin. Si toi, à partir d'aujourd'hui, tu vois que quand je me comporte comme un gamin, au lieu de t'énerver avec moi, comme tu t'énerverais avec un adulte, tu m'expliquerais les choses comme tu expliquerais les choses à un enfant de 3 ans, je t'assure qu'on va éviter énormément de conflits. Et c'est ça en réalité, quand on vient et qu'on a la patience, un enfant de 3 ans qui fait une bêtise, les parents, d'accord, qui crient sur cet enfant ou qui frappent cet enfant, ils sont en train de renfermer cet enfant et de le rendre plus sauvage qu'il n'est déjà. Ou s'il n'était pas sauvage, qu'ils vont le rendre sauvage. On a des enfants qui viennent au monde doux, gentils, magnifiques, et avec le temps, à force d'entendre des cris à la maison, à force d'entendre des gens qui grognent et qui ne sont pas contents, une maman qui est tout le temps fatiguée, un papa quand il rentre du travail, il est... La moindre chose qu'on lui demande, les enfants lui demandent, je suis fatigué, il souffle, j'ai pas le temps, laissez-moi tranquille, ah là, vous savez pas ce que j'ai, laissez-moi tranquille. Oui, le papa il est en mode comme ça, et la maman elle est en mode, il y a personne qui m'aide, il y a personne qui range. Les gosses, comment ils vont grandir à votre avis? Ils vont grandir en mode neuf, d'accord? Ce qui veut dire qu'ils vont dire, je veux un vélo, et je veux le vélo électrique, comme mon copain, et comme le voisin, et tu m'aimes pas, et il a appris ça d'où le gosse? Il dit, ah, c'est la génération, c'est pas la génération, hein, c'est les parents. Quand nous, comment on est en train de parler, Avraham Avinu, on rapporte dans la Gemara, et je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on dit qu'il a donné la meilleure éducation possible à Yitzhak, il ne parle pas dans la Torah. Il dit 2 mots, c'est au moment du Korban, ok, au moment de la Hakedat Yitzhak. Au moment où il va sacrifier son fils, il lui parle. On ne le voit pas beaucoup parler avec son fils dans la Torah. Donc on pose la question, Chachamim, ils disent, mais attends, c'est quoi comment tu arrives à la conclusion de dire qu'il a bien éduqué son fils? On dit parce qu'il a été exemplaire. Nous, les parents, nous donnons l'exemple. Maintenant, on va reprendre, on revient à Hanouka aux Alachot. Ça, c'était la petite parenthèse. Par rapport au terme choisi. D'accord? Pour dire que c'est pas un truc archaïque. De dire, ah, ils ont marqué Ner, Lish, au Beto, ils disent, ne dis pas sa maison, mais sa fille. Ah, ils sont archaïques quand même, les juifs, dans leur Talmud. Parce qu'il y a des non-juifs qui regardent ça aussi. Hein. D'accord? Il y en a plein. Hein. Alors, tous les non-juifs qui nous regardent, et les témoins de la géographie. Hein, on sait que vous nous suivez, après vous utilisez le truc et tout, mais on vous embrasse, hein, on vous aime. Hein. Faites tes chouvas, ça ira mieux. Bezrat Hashem. Alors, on y va. Alors, ou de la Java, parce qu'ils aiment bien danser. Alors, Bezrat Hashem. Alors, on va continuer avec l'aide de Dieu. Alors, on voit en réalité une chose qui est très importante. Ok? Tout simplement, c'est quoi? C'est que, à partir du moment où on voit qu'un homme, il a quitté sa femme, d'accord? Aussi bien chez les Ashkénazes que chez les Sfaradim, la femme, lorsque l'homme est présent, donc soit son père, soit son mari, elle n'a pas l'obligation d'allumer la Hanoukia, et c'est pas à elle d'allumer, ou de faire la bracha. Donc de ce fait, le premier nerf, lorsque l'homme fait la bracha, d'accord, c'est lui qui doit l'allumer. D'accord? Ça c'est premièrement. Après il peut passer la bougie aux enfants, et même à sa femme, pour que chacun y vienne, et allume la Hanoukia. Chez nous les Sfaradim, on n'allume qu'une seule Hanoukia, c'est notre coutume. À partir du moment où on commence à allumer plusieurs Hanoukia, comme on l'enseigne, et comme l'enseigne le Rama, et comme il enseigne dans la Gemara, d'accord, entre guillemets, selon la Shita, et qui a été suivie par la suite par la Shita Ashkenaz, nous on a un problème.
de Baal Tosif. On est en train de rajouter la misva. Et c'est un véritable problème. D'accord? Dans notre cadre à nous. Al-Pi Alacha, c'est assour. Donc d'allumer plusieurs Hanoukia dans notre cadre à nous, c'est assour. À moins que ce soit dans une autre optique. Je vais te donner l'optique et je vais te donner le cas très pratique. Tu viens, toi, ta fenêtre, elle donne sur un mur. Il n'y a personne en face. Et tu n'as pas de vue. Il n'y a personne qui va voir ta fenêtre. Ok? Moi, j'ai des cas de gens à Tel Aviv, à Goujdan, à Bnei Brak, où ils ont des fenêtres à 2 mètres ou à 3 mètres d'un autre immeuble. Ok? Et en réalité, de l'autre immeuble, tu n'as pas de fenêtre, tu n'as pas de voisin, tu n'as personne. Tu as un mur. Donc tu vas allumer, et tu vois ou pas? Et toutes tes fenêtres, elles sont comme ça. C'est-à-dire tout l'immeuble est encerclé. Ils habitent dans des forteresses, les gens. Relba. Parce que c'est l'appartement qui donne sur l'arrière de l'immeuble. Tu comprends? Donc t'as personne à la fenêtre qui va voir ta Hanoukia. Donc tu te dis, bon alors, à l'entrée de l'immeuble, les voisins quand ils vont rentrer dans l'immeuble, ils vont voir la Hanoukia. Donc tu allumes à l'entrée de la Hanoukia. Mais toi, tes gosses, s'ils ne voient pas la Hanoukia, tu peux allumer une deuxième Hanoukia sur la table de ton salon, sans faire de bracha. D'accord? Pour que les gosses y voient. D'accord? En pensant à quitter, t'as quitté par la mitzvah quand tu allumes la Hanoukia en bas. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que la Hanoukia, quand tu l'allumes en bas dans la rue, tu dois rester à côté une demi-heure pour t'assurer qu'elle reste bien allumée. D'accord? Donc en réalité, le mieux c'est quoi? Dans un cas pareil, si c'est compliqué d'allumer en bas dans la rue et qu'il y a des dangers, si un gosse renverse et que tu mets de l'huile avec des mèches et qu'il y a un accident, chas shalom, ça peut se retourner contre toi. Il vaudra mieux dans un cas pareil allumer une Hanoukia sur la table de ton salon parce que Pirsuma Denissa c'est avant tout vis-à-vis de nos proches, dans notre famille, dans notre maison, donc notre conjoint, notre femme et nos enfants pour les hommes. D'accord? C'est ce qui concerne essentiellement le Pirsuma Denissa. C'est d'abord expliquer le miracle et publier le miracle, le faire comprendre à notre entourage. C'est ça Pirsuma Denissa. Et c'est pour cette raison, durant cette demi-heure-là où on doit attendre de voir que la Hanoukia est bien allumée, de prendre le temps de s'asseoir avec les enfants, d'accord? De jouer au toupie, de leur raconter que les enfants Maccabim, les enfants qui se cachaient dans les grottes, dans les plaines de Moudine, qui ont été brûlés par centaines et par milliers, d'accord? À l'époque, ils ont été massacrés dans les grottes, d'accord? Que ceux qui étaient à la tête des armées, c'était des hellénistes, des juifs, pas des goïms. La guerre de Hanouka, contrairement à ce qu'on croit, on dit Yevanim, Yevanim. C'est pas Yevanim, c'est Mityavnim. Ce ne sont pas des Grecs, c'est pas les Gréco-Assyriens. La majeure partie des hommes qui sont venus, qui ont persécuté les Juifs durant cette période-là, ce sont des Juifs qui ont pris sur eux la culture helléniste des Grecs et d'Alexandre le Grand, à la base, d'accord, qui est arrivé jusqu'à Antiochus, d'accord. Ils sont devenus hellénistes, ils se sont assimilés à la culture grecque, gréco-assyrienne, mais la culture grecque, et ils ont décidé de devenir idolâtres. Et c'est eux qui sont rentrés dans le Beth Amikdash. Et c'est eux qui ont érigé des idoles dans le Beth Amikdash. Et ils ont nommé un Kohen Gadol, qui était un juif, qui était Kohen, et qui était un rachat. C'est ça l'histoire de Hanouka. C'est-à-dire l'histoire de Hanouka, on donne que la version soft aux gens. La version soft, c'est les gréco-assyriens. Non, la véritable version, c'est ceux qui se sont assimilés à la culture des non-juifs de l'époque, qui était la culture gréco-assyrienne, se sont retournés contre les juifs qui voulaient garder Torah Mitzvot. C'est ça la chose. C'est ça la guerre qu'il y a eu à cette époque-là. Ils sont venus, ils ont critiqué, ils sont trop religieux. Pas, ils font la Torah, ils sont bizarres, ils se séparent entre eux. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Avec leur Herchérim, qu'est-ce qu'ils sont relous. Imaginez tous ces gens-là qui grognent un peu sur les religieux. Eux, ils se regroupent, après ils disent, ah ben mais non, Torah Mitzvot, ça ne nous intéresse pas. Hein. Ils commencent à massacrer tous les juifs aux 4 coins du monde. Imaginez ça. C'est ce qui s'est passé à Hanouka en Israël. C'était une guerre civile au départ. Une guerre civile. Et Antiochus, il est venu, il a encouragé ça. Parce qu'il voulait assimiler les juifs. Quand ils sont venus, qu'ils ont interdit la Brit Mila, ils ont interdit d'utiliser le calendrier hébraïque. Combien parmi nous ne savent pas utiliser le calendrier hébraïque? Combien parmi nous ne connaissent pas la date hébraïque? Nos ancêtres se sont fait tuer parce qu'on leur a interdit d'utiliser le calendrier hébraïque. Et toi, tu sais pas c'est quoi les dates? Al-Pi Halacha, sur une tombe. Ce n'est pas bien de marquer que la date civile. Et la date civile, c'est mieux de la marquer, non pas sur la pierre tombale, mais sur la pierre qu'on érige de façon verticale et derrière la pierre. Pour les membres de la famille qui ne savent pas lire en hébreu et qui ne savent pas lire le truc en Israël. C'est mieux de mettre là-bas derrière. De ne pas mettre la date selon la date civile.
c'est mieux parce que c'est le calendrier grégorien. Nous, on prend le calendrier hébraïque pour les mariages, pour le bar mitzvah, pour les naissances, pour tous ces événements-là. Selon quelle date on est en train de calculer. Et que chacun, il a une petite application. Maintenant, les gens, ils ont des applications. On est quelle date hébraïque aujourd'hui? Alors que quand vous habitez en Israël, sachez une chose. Si sur votre chèque, vous marquez la date hébraïque, le chèque est honoré. Parce que tout le système en Israël respecte le système du calendrier hébraïque. Il y a deux calendriers qui sont mis en place. Le calendrier civil et le calendrier hébraïque. Donc moi, sur mes chèques, je marque la date hébraïque. Et pour la comptabilité par rapport au comptable, etc., soit de mes affaires, soit de l'association, d'accord, tout simplement, eh ben, je marque et la date hébraïque et la date civile. Parce que c'est plus facile pour les comptables. Par rapport à leur logiciel, etc. D'accord? Mais en réalité, on doit toujours prendre en compte quelle date hébraïque on est. Quand est-ce que ça commence Hanouka et quand est-ce que ça termine? C'est quoi le dernier jour de Hanouka? C'est quand? C'est après Rosh Chodesh. Mais quel jour? Chaque année, vous savez? Le premier TV. Hein? Le 2 TV. Ah là, c'est mieux. Le premier TV, il m'a fait peur. Alors maintenant, viens, on continue. Bezrat Il y a Hashem. 7 jours. Un truc. Il y a 7 jours à Hanouka? Non, il y a 8. Tu veux, attention. Rabbi. Alors attends. Non, je crois Alors, attends, le Trélacu Pessar et Soukot. Là, tu t'embrouilles. Et pour le Hein? triomphe des enfants, De quoi? est-ce qu'on peut, s'ils ont Ah, bien, fait à l'école, les choses ont le droit d'utiliser? Je suis en train d'expliquer les choses. Ok? Maintenant, lorsqu'on a affaire à des enfants qui sont petits, qui sont au GAN. Ouais. Ils sont petits, ils sont au GAN. Ils ne sont pas arrivés à l'âge du Chinour. Ils ont moins de 7 ans. Ok. D'accord? Eux, s'ils ont la Hanouka et que ça leur fait plaisir d'allumer la Hanouka, tu les laisses eux allumer la Hanouka à côté. T'as pas de problème par rapport aux enfants, par rapport à leur chidour. Parce qu'ils sont mitlabdim, ils sont en train d'apprendre comment faire la mitzvah et de l'allumer. Ça, il n'y a pas de problème. Mais un enfant à partir de l'âge de 7 ans, d'accord, il arrive à l'âge du chinour, les parents ont l'obligation d'éduquer dans sa coutume. Le Rav Israël, Zecher Tzadik et Kadosh Livracha, mon père a eu le mérite d'étudier avec lui à Sarcelles. D'accord? Avec lui, en binôme, à la demande de mon grand-père qui était Dayan en Tunisie. Le Rav Israël, quand il est arrivé à Sarcelles, il savait qu'il y avait mon grand-père, le Rav Chaim Victor Ishaï, qui était à Garges-les-Gonesse. Il allait le voir, il parlait avec lui, etc. Il a dit, fais-moi une tova, j'ai mon fils, le petit dernier. Tu peux étudier avec lui de temps en temps. Le Rav Israël, il collait, il a attrapé mon père. De nulle part, hein. Il a dit, maintenant tu viens étudier avec moi. Baruch Hashem. Il s'est occupé de nous, il a mis toute la famille en orbite, le Rav Israël. Baruch Hashem. Et grâce à lui, je suis devenu Rav, mon frère il est devenu Rav, toute la famille est dans une très bonne dynamique. Et c'est grave au Rav Israël qui est le Rav Ishaï aujourd'hui. Baruch Hashem. Donc, et il nous a dit une chose qui était très importante, le Rav Israël. Extrêmement importante. Il nous disait, faites attention, Bigvad Emshicha, celui qui gardera sa coutume, celui qui gardera ses coutumes, il saura qui il est. Il pourra expliquer à ses enfants qui il est. Parce qu'il y a un véritable danger. Il y aura des phénomènes de mode dans la religion. Les gens ne sauront plus qui ils sont et leurs enfants ne sauront plus comment faire la Torah. Et les enfants ne sauront plus dans quelle synagogue prier et à qui s'attacher, à quel rabbanim et comment faire les choses. C'est ce qui se passe dans notre génération. C'est ce qui se passe dans notre génération. Les parents, ils font teshuva, un coup ils sont avec tel grand rave, c'est tous des grands rabbanim, Baruch Hashem. Un coup avec tel grand rave, et l'homme chané. Tu comprends ce que je veux te dire? On ne parle pas d'un mouvement ou d'un autre. Un coup il y en a un, son rave c'est Rav Ovadia Yosef, le lendemain c'est le rave Intel, et l'autre le lendemain c'est un autre rave. Les gosses ils disent attends, et c'est des minagim qui changent dans la maison, et le balagan. Les gosses ils disent attends, c'est un cirque la maison. Le gosse il ne sait pas où est-ce qu'il veut aller après. Comprenez ou pas? Donc c'est un véritable problème. Donc c'est pour ça que je parle de ces points-là. Maintenant à Hanouka, donc on voit que la Hanouka on l'allume à la maison, là où on habite, où on dort, où on mange, où on se lave. Oui? Normalement au bureau, ni tu dors, tu peux déjeuner dans ton bureau, mais tu ne passes pas tous tes repas au bureau, normalement, hein? D'accord? Quand tu vas avoir une vie saine, ok? Tu te laves pas au bureau. Ok, je connais pas beaucoup de bureaux avec des douches, ça peut arriver, mais on se lave pas au bureau. Et tu dors pas au bureau. Tu dors chez toi à la maison, avec ta famille. Oui. Si je fais mincha et vite dans ce bureau-là. Je peux continuer? Mais alors, je peux juste poser une question là. Je vais continuer. Bezrat Hashem. On voit en réalité que tu dois allumer la Hanouka chez toi à la maison. Donc si tu viens et que tu allumes une Hanouka dans un magasin ou dans un bureau, Mi Karadi, tu ne fais pas la bracha. C'est pour Pirsuma Denissa, et c'est quand tu rentreras chez toi que tu allumeras la bougie avec bracha. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les cas où, par exemple,
tu vas dans des rues commerçantes, ok? Où tu sais que les gens en question, si toi tu rentres pas dans le magasin pour leur allumer la Hanoukia, d'accord? Ils vont pas allumer chez eux. Pour ces gens-là, il vaudra mieux venir rentrer chez eux, allumer la Hanouka et faire la bracha. Et sur quoi on se repose? D'accord? Dans leur commerce. Et sur quoi on se repose? Une vraie Hanouka. D'accord? Pas une Hanouka électrique. Donc, et sur quoi on se repose dans un cas pareil? Tout simplement. Parce qu'il y a un inyan, il y a une xéra des Rabbanan d'allumer la Hanouka dans les synagogues. En réalité, quand on allume la Hanouka dans les synagogues, personne n'est acquitté de la misva. Les seuls qui peuvent s'acquitter de la misva de l'allumage de la Hanouka à la synagogue, ce sont les pauvres de la communauté qui n'ont pas de quoi s'acheter l'huile, les bougies, les mèches, d'accord? Mais que l'allumage de la Hanouka qui doit se faire par le Rav, ou par un Tamid Racham, est là pour enseigner aux gens comment faire la misva. Et pour rappeler aux gens le nombre de bougies à allumer à Hanouka. Maintenant, concernant le nombre de bougies, c'est important. Mi-karadine, il suffit d'allumer qu'un seul nerf, même pas le shamash, un nerf par soir. D'accord? C'est mi-karadine. Rajouter une bougie chaque jour, d'accord? Ce sont la chita de Beth Hillel, d'accord? Et c'est un hidour misva. C'est un embellissement de la misva. C'est bien de le faire. Ok? Il vaudra mieux allumer la bougie, d'accord? À l'huile d'olive. Et attention, hein, pas l'huile d'olive pour manger. Parce que ça, si vous faites ça, vous allez regretter, parce que ça fait plein de fumée. Il faut de l'huile qui a été raffinée, spéciale, de l'huile d'allumage. D'huile d'olive, d'accord? Et de l'huile d'olive de bonne qualité. Parce que vous avez des huiles d'olive aujourd'hui qui sont coupées avec de l'eau. Tu peux mettre les mains jusqu'à demain, tu ne sais pas pourquoi ta Hanouka s'éteint. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'éteint? Oui? C'est mieux l'huile d'olive. Alors aujourd'hui, il y a d'autres systèmes d'huile chimique qui s'utilisent avec des colorants, etc. Ça aussi, on est acquitté, en réalité. D'accord? On est acquitté avec toutes les formes d'huile, etc. Tant que ce n'est pas fait à partir d'aliments interdits. Du gras animal interdit pour les bougies, etc. Le relève, etc. Ou de la graisse d'animal non cachère, etc. Ok? Maintenant, on continue. Je continue. Bezrat Hashem. On voit en réalité donc que maintenant, si je suis dans un bureau, ok, et que je ne vais pas à la synagogue faire Mincha et Arvit, et qu'entre Mincha et Arvit, je veux faire l'allumage au bureau, d'accord? Et que dans ce bureau, toute l'année, on fait la prière, et qu'il y a une pièce dans le bureau, réservée ou un endroit où tout le monde vient, et on a l'habitude de sortir dans cette pièce-là de faire la prière. C'est un digne de synagogue. Si c'est un digne de synagogue, à ce moment-là, tu fais la bracha dans cet endroit-là. Vous suivez? Parce que ça rejoint le digne de la synagogue. On ne s'acquitte pas. Mais c'est une xéra. C'est important de le faire. D'accord? Bezrat Hashem. Donc, par rapport à ça, justement, et il faut arriver à comprendre que maintenant, si dans le bureau, tu n'es pas en train de faire ta tefila, etc., si tu vas allumer la bougie pour rapport aux employés, etc., tu vas allumer la Hanouka, entre guillemets, tu feras sans bracha. D'accord? Voilà, Bezrat Hashem. Maintenant, pour les allumages en public, comme font Chabad, etc., il y a un véritable débat. C'est rapporté réellement par le Rav Yitzhak Yosef dans l'Yalkut Yosef, que réellement, que c'est pour Pirsuma Denissa, et que c'est Berov Am, et c'est le cas, ils ont sur quoi se reposer pour faire la bracha. Mais en se reposant sur la coutume ashkénaze. D'accord? Berov Am. Ok? Et il faut bien comprendre que des fois, moi j'ai des gens toujours qui me posent la question, ils me disent, mais je comprends pas que vos Araves, je les entends, ils font la bracha, mais la Hanouka, c'est des lumières électriques. Mais en réalité, à chaque fois, quand ils font des allumages géants, au Trocadéro, ou à Manhattan, ou ailleurs, partout dans le monde, Dieu bénisse, que Dieu leur donne la vie et la bonne santé jusqu'à 120 ans, et qu'ils nous envoient Mashiach, et qu'on règle toutes les embrouilles, hein, et qu'on voit que réellement, à la fin, nous on s'en fout, c'est qui Mashiach? Je dis la vérité, l'essentiel c'est qu'ils viennent, c'est le plus important, voilà, ok? Voilà, et on vous aime tous, hein, nous on aime tout le monde. Est-ce qu'on aime tout le monde? Ouais. Ah, vous n'êtes pas chaud. Est-ce qu'on aime tout le monde? Oui. Alors voilà, bon, Hachem. Donc, maintenant, t'as vu, j'aurais pu faire DJ. Hein. Alors, maintenant... Et moi, je me chauffeur de ça. Ah, c'est ça. Alors, il est extraordinaire. Alors, bien, Bezrat Hachem. On voit. Je t'aime beaucoup. Hein. Ah ouais, non, mais je pensais qu'il y avait plus de réactions, je sais pas. Ah, Eli, c'est bien. Bravo. Alors, viens. Bravo, Eli. On continue. Bezrat Hachem. Attends, il faut qu'il reste calme. Alors, avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu, à une bonne santé jusqu'à 120 ans. Merci. On voit en réalité, au Hachem, qu'ils ont sur quoi se reposer. D'accord? Ils ont sur quoi se reposer. D'accord? Mais ils allument une véritable Hanouka au pied de la grande Hanouka en réalité. D'accord? On la voit pas. On voit pas. Bon, bref. Après, voilà, Baruch Hashem. On le voit pas de loin. Mais est-ce que ça ne peut pas poser un problème? De quoi? Une personne, elle sait pas qu'il y a une Hanouka.
Ok. Ça pose pas de problème quand tu as affaire à des gens qui, pour la majeure partie d'entre eux, ne connaissent pas les halachot. Il n'y a pas un problème de maratain. Quelqu'un Mais qui est... ils expliquent, normalement ils expliquent. Les gens ils débarquent, mais les gens le savent normalement. Et puis depuis le nombre d'années, t'as jamais vu un clip de Jem, de l'organisme qui s'occupe de toutes les vidéos Chabad dans le monde, où ils te montrent les allumages. T'as jamais vu comment ils font? Qu'il y a une véritable petite Hanouka avec une boîte en verre, etc. Ils expliquent tout, etc. C'est pas qu'ils expliquent pas. Hein. On peut pas dire qu'ils communiquent pas, hein, nos frères Lubavitch. Hein. Ils communiquent vachement bien. Dieu bénisse pour eux, ils ont ramené beaucoup de monde à travers les 4 coins du monde. Ouais. Voilà. Alors maintenant, on va continuer. Grâce à eux, on peut manger cachère dans les coins les plus Retiré. du monde. Là où tu penses que tu peux pas manger cachère, tu peux manger cachère grâce à eux. Voilà. Alors maintenant, on va continuer avec l'aide de Dieu. Alors, je peux poser une question. Oui. Est-ce que mes enfants, je peux les faire allumer Oui. Toi, tu allumes le premier nerf, après la bracha, et après les autres, tu enchaînes. Au fur et à mesure. Alors moi, je vais t'expliquer. Le shamash, il est là pour éclairer les autres Hanoukia. Ok? Le shamash. Maintenant, des fois, t'as un gosse qui est pas content parce qu'il n'a pas allumé comme il faut, etc. Tu prends tes deux doigts. Tu peux éteindre le shamash. Pas les lumières de la misva. Le shamash, tu peux l'éteindre et donner à un autre gosse et il rallume. Il y a 3 gosses. Tu rééteins le shamash 3 fois et il rallume le shamash que tu allumes en dernier. T'as compris ou pas? Ok? Ça, c'est les petits trucs pour régler les crises au niveau de l'allumage de la Hanouka. Ou alors la chaîne. Tu connais la chaîne? Moi, j'attrape le bras, je dis à un gosse, tu mets ton bras comme ça, sur mon bras. Viens, il dit, viens, j'ai besoin de ton bras. Viens ici. Même si tu es en sur Viens, viens. Alors, regardez le bras d'Eli. Voilà, le bras d'Eli est là. C'est un beau bras. Le gosse, je lui dis, il me met la main comme ça. Et il y a un autre gosse encore qui met la main sur le coude. Et je peux avoir 3-4 gosses comme ça avec les coudes. Et moi, j'allume. Et je leur dis, vous êtes tous en train d'allumer avec moi. Et je dis au dernier, fais bouger la chaîne. Et quand il fait bouger la chaîne, on allume la Hanouka. Tu peux t'asseoir, Eli. C'est bon. Et alors maintenant. Alors, Bezrat Hashem. Voilà, alors on va Quelle est continuer. l'importance d'allumer la Hanoukia si on doit l'allumer ici sans faire le Walacha? Pardon? Quelle importance on a? C'est Ça quoi? donne quoi comme importance? Ouh là là, alors là on est... Ah bah oui, mais tu m'as tendu. Alors là on va t'expliquer pourquoi on allume la Hanoukia. En réalité, on pourrait allumer que des bougies. C'est en souvenir du miracle qu'on a eu avec la Menorah. D'accord? Alors j'ai un cours qui est assez long où j'explique les Midrashim par rapport à Yaakov Avinu, etc. Ceux qui veulent, ils iront regarder le cours, il est sur YouTube, il est sur Book, et sur... voilà, ok. Mais, et en réalité, où j'explique par rapport à Yaakov Avinu, beaucoup de Midrashim qui sont très jolis. Mais en réalité, on voit quoi? On voit qu'on a trouvé, ok, au moment où le Beth Amikdash, où ils sont rentrés les Yevanim, ok, et qu'ils ont rendu tout le Mishkan impur. Parce qu'à partir du moment où le Misbéach, donc l'autel des sacrifices, a été utilisé pour la Vodazara, non seulement il est impur, mais il faut enlever l'autel des sacrifices, le remplacer, et creuser jusqu'à 4 amot, donc 2 mètres sous terre, pour retirer en réalité la terre, où le sang des animaux sacrifiés pour la Vodazara a coulé. Donc on retire tout cela. Et lorsqu'ils sont venus, ils ont creusé sous le misbéach, parce que tu dis, attends, comment? Ils ont cassé les tibou kolashmanim, ils ont rendu impur toutes les huiles. Comment il reste qu'une fiole? Quand ils sont venus, ils ont creusé, en creusant 2 mètres sous le sol, ils ont trouvé une grande jarre. Cette grande jarre-là, d'accord, quand Yaakov Avinu est revenu en Israël, et qu'il repasse le Nachal Yabok, et qu'il a la guerre avec le malach de Esav, d'accord, lui il a des jarres, les pariotes, et il y en a une qui va cacher là où il y a le Beth Amikdash, d'accord, il va la mettre là-bas, pour que les Bnei Israël, pour les Hatid Lavo, d'accord, lorsqu'il y aura le problème à Hanoukia, puissent trouver cette jarre. Alors on dit qu'il y avait le sceau du Kohen Gadol, et on voit qu'en réalité, Yaakov Avinu, il a fait son rêve avec le Soulam. D'accord? Et quand il a fait le rêve sur le Soulam, sur toutes ces pariotes-là, il y a eu le Malach Michael, qui est le Kohen Gadol du Beth Amikdash dans le ciel, qui est venu, qui a mis sa chotémet. Lui, il a mis son sceau sur les trucs. C'est pour ça qu'il y avait le sceau du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol du Beth Amikdash qui est dans le ciel, c'est l'ange Michael, l'ange d'Israël. D'accord? Donc, on voit en réalité que c'est très joli tout ça. Ok? Et que, en réalité, quand ils sont venus, même la Ménorah a été rendue impure. Donc ils ont dû la remplacer. Pendant un certain temps, ils ont allumé des Ménorotes en bronze. Raison pour laquelle, pendant longtemps, à Hanoukia, et quand vous étiez tous jeunes, peut-être vous vous souvenez ou pas, vos grands-parents, ou vos arrière-grands-parents, pour ceux qui sont plus jeunes, ils avaient des Hanoukiotes à l'époque qui étaient en bronze. Pas en or, pas en argent, mais en bronze. D'accord? Pourquoi? En souvenir de la Hanoukia des Maccabim, qui était, elle, en bronze. Pendant plusieurs années, jusqu'à qu'ils puissent avoir de quoi refaire fondre de l'or et reformer, d'accord, une Hanouka comme il faut. Donc au départ, ils ont mis en bronze.
Après, ils ont eu une en argent pour à la finale en faire une en or. Donc il y a eu 3 Hanoukiot. Et en souvenir de cela, jusqu'à aujourd'hui, alors certains font des Hanoukiot en bronze et d'autres des Hanoukiot en argent par rapport aux 2 périodes après Hanouka. D'accord? C'est joli. Maintenant, le dernier point qu'il y a, et qui est très important, Baruch Hashem, c'est qu'on voit justement que tout le Enyan autour du Nes, pourquoi il y a eu ce Nes autour de la Hanouka? Je ne vais pas rentrer dans le Rambam, mais ce qui a été dit, etc. Les 8 jours, comment c'est le miracle et tout. Ça, les gens connaissent, il y a eu plein de cours. Et encore une fois, j'ai un cours qui est assez long, vous regarderez, Bezrat Hashem, c'est du placement de produit en fait. C'est pour envoyer vers le cours qui dure 1 heure. Tu vois? Bezrat Hashem, l'autre cours. Et en réalité, c'est quoi? Comme ça, les gens, ils sont obligés, tu vois. Ils ont regardé un cours, ils regardent le cours. Parce qu'aujourd'hui, sur les applications, les gens, ils regardent les séries, il y a les saisons directes. À la fin de l'épisode, t'as l'autre épisode qui se met en route. Moi, j'ai des femmes, elles viennent me voir et me racontent ce qui se passe avec leur mari, ou les maris avec leurs femmes et des séries. Que t'as l'autre épisode, qu'ils peuvent passer leur nuit et leur vie avec les épisodes. D'accord? Entre guillemets. Donc moi, j'essaye de le faire, la même chose, tu vois. Jusqu'à qu'il y ait l'application Rabinouflix, tu vois, à la place de Netflix. C'est Rabinouflix. Tu suis, les cours, ils s'enchaînent. Alors, mais, on va Bezrat Hashem. Ah, je suis un rare flex. Alors maintenant, pour ceux qui comprennent, tu comprends toi, des DJ, tu comprends c'est quoi le flex? Alors maintenant, on voit quoi? Moi, je suis dans le move, quoi, j'ai le groove. Alors, on voit quoi en réalité? On voit en réalité, Baruch Hashem, que le point ici qui est assez important, c'est que tout le lien autour de ça, c'est que la Ménorah, quand Moshe va expliquer comment la construire, d'accord, à Beth-Salel, et tout simplement, il va lui expliquer une chose qui est extraordinaire. Il va lui expliquer en réalité qu'elle représente la loi orale. Hanouka, c'est représente quoi? C'est des juifs à la base qui ont continué l'enseignement de leur père, les coutumes de leur père. C'est pour ça que je parle des minagim. C'est pour ça qu'à Hanouka, c'est important de parler des minagim. Parce que toute notre loi orale, c'est elle qui explique les différents minagim. Entre séfarade, ashkénaze et séfarade de tel endroit ou tel endroit. D'accord? Donc, en réalité, c'est ça qu'on est en train de célébrer à Hanouka. Le fait d'avoir gardé les coutumes de nos pères. C'est ça qu'on fait les Maccabim. C'est pour ça qu'ils sont battus. Et c'est comme ça qu'une armée de 800 hommes a réussi à vaincre une armée de 800 000 hommes. C'est comme ça qu'on rapporte. Mais en réalité, quand on regarde bien dans le chiffre, il y avait 2 400 000 soldats, ou je ne sais pas combien de millions de soldats, parce qu'Antiochos, il a fait venir les armées du monde entier, les mercenaires du monde entier en Israël. À dos d'éléphants, etc. Un truc de malade. Et eux, c'était 800 bonhommes. Et ils ont battu tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés. Qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda Maccabi? Mila Hashem, Elai. Celui qui est pour Dieu, qui vient vers moi. Qui soit avec moi. C'est ce qui s'est passé. Ils sont partis dans les grottes. Et dans les grottes, les enfants, quand ils étudiaient la Torah et que les Yevanim arrivaient, et les Mithyavim arrivaient, les Hélénistes arrivaient, ils vérifiaient si les enfants, ils avaient des Megillot en réalité. Ils avaient des parchemins où ils étudiaient la Torah. Et que quand ils arrivaient les autres, ils rangeaient les Megillot, ils sortaient des toupies, en disant on est en train de jouer aux toupies. D'accord? Et c'est pour ça qu'on joue aux toupies jusqu'à aujourd'hui. D'accord? En souvenir de cela. Comment les enfants, ils faisaient semblant de jouer dans la rue, alors qu'en réalité, ils cherchaient à étudier la Torah. Oh. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, donc l'histoire de la toupie, maintenant. Par rapport à cela, et ce qui est extrêmement important, Baruch Hashem, c'est de bien comprendre le massacre qui a eu lieu dans les plaines de Modi'in. Là aujourd'hui, il y a Kirat Sefer et Modi'in, etc. Là-bas, dans ces plaines-là, jusqu'à Yerushalayim, c'est là-bas qu'il y a eu la guerre des Maccabim. C'est dans ces grottes là-bas qu'il y a eu ces guerres, que se sont déroulées ces batailles. Et en réalité, les Yevanim sont venus, et il y avait femmes et enfants dans les grottes. Ils les ont enfermés dans les grottes, et ils les ont enfumés, pour qu'ils meurent asphyxiés et brûlés dans les grottes. Mais on parle de milliers de femmes et d'enfants, et d'hommes, et de vieillards, qui se sont fait tuer là-bas, dans ces plaines de Modi'in. C'est ça qui s'est passé à Hanouka, c'est un véritable génocide qui a eu lieu. Et 800 hommes se sont soulevés, et ont réussi à sauver leur âme Israël. Et à la base, c'était une poignée de frères. Les fils de Matityahu, Kohen Gadol. D'accord? Il y a eu des pertes? Hein? Il y a eu des pertes? Non. Il y a eu des pertes. Sur les 800? Au sein des Maccabim, non. Sur les 800, il n'y a pas eu de pertes. Mais ils sont sortis après qu'ils ont commencé à massacrer tout le monde. Ils massacraient tout le monde. D'abord, ils ont eu une politique d'assimilation, ça ne marchait pas. Ceux qui s'entêtaient
qui se sont partis dans les grottes, etc., pour se sauver, d'accord, de l'inquisition qui a été mise en place, en réalité, du système inquisitoire en place, eh ben, ils ont été massacrés. Et là, les Maccabéens sont sortis en guerre. Faut arriver à comprendre. Et ça n'a pas duré quelques jours. Ça a été une vraie guerre. Et c'est le Kafé Bekislev, le 25 du mois de Kislev, Hanouka. Hanou. Ils se sont reposés, Kafé, le 25 du mois. Le 25 du mois de Kislev, ils ont récupéré le Beth Amikdash. Et là, on a eu le miracle, qu'on avait de quoi allumer que pour une seule journée la Hanoukia et qu'elle restait allumée 8 jours. Donc en souvenir, on allume les 8 jours, la Hanoukia. Pour souvenir de cela. Nous, le 25 du mois de Kislev, c'est le début de la fête. Pour nous. Mais pour eux, c'est la fin de la guerre. Ils ont récupéré le Beth Amikdash. C'est ça qu'on est en train de célébrer. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est ça qu'il faut expliquer à nos enfants. Aujourd'hui, quand on a des menaces au nord, au sud, en France, c'est ce qui est en train de se passer là, le président, il faut lui enlever le R à son nom celui-là. Excusez-moi d'être aussi direct. Il est incroyable ce monsieur. Ils ont mis en place une politique, pas d'aujourd'hui, mais ils ont laissé une politique se mettre en place. On a des gens révoltés, un système économique où les gens n'ont pas de quoi manger. Et on l'a vu en période de pré-guerre, avant la première et avant la deuxième guerre mondiale. On l'a vu. Les premiers à qui on s'en est pris dans ces pays-là, c'est les Juifs. On les a tenus responsables de tout. Et il y a des manifestations contre le système sioniste bolchevique. Alors, s'ils ne savent pas, les bolcheviks ont massacré les Juifs. Hein. Je rappelle, c'est ça la folie. C'est qu'en réalité, les bolcheviks, le peu de Juifs qui étaient les pères du mouvement bolchevique, entre guillemets, parce qu'il y en a eu quelques-uns, c'était des hellénistes. C'était pour nous des hellénistes. Et la première chose qu'ils ont fait, ces gens-là, ils se sont pris aux Juifs. Il habite à Nice, il vient de m'envoyer ça. Bezrat Hashem. Incroyable. Voilà, bon, voilà. Donc on a. C'est lui qui a fait la photo. Ouais, donc on a une photo en direct. Je sais pas si c'est bien de montrer ça. Pour ceux qui veulent voir. Ça, c'est incroyable quoi. Voilà. Donc, bon, ils sont en train de dire que c'est l'homme de main des Juifs. À Nice, il y a une banderole. Alors maintenant. Alors, attendez, venez, on rentre pas trop dans le détail. On voit quand on est dans des périodes comme ça, des périodes sombres de l'histoire, c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens, ils sont dans leur système de consumérisme. Tant que j'ai de quoi acheter mon ordinateur, mes produits, mon ceci, mon cela et mes petits kiffs et mes vacances, tout va bien. On a un Hanouka, j'ai réussi à acheter les cadeaux aux gosses, tout va bien. Mais on ne comprend pas. Chaque année, les dangers qui nous entourent à travers le monde. Et la seule chose qui nous a protégés, qui a protégé 800 hommes contre une armée mondiale, c'est Antiochus. Il est venu avec tous ses généraux. Il régnait sur toute la région. Il a engagé tous les mercenaires. Il a fait venir du Pakistan et d'Inde des soldats à dos d'éléphants. D'accord? C'est pas quelque chose de... Et toute la Mésopotamie, c'est un truc de malade. Et 800 hommes ont survécu. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à Dieu. Parce qu'ils sont attachés aux coutumes de leur père. Donc nous, on n'a pas une obligation un petit peu de se rappeler quelles sont les coutumes de nos pères, de nos grands-pères. C'est-à-dire aujourd'hui, Baruch Hashem, on est le Ham Israël, des Juifs. Ok? Mais quand toi tu viens et tu ne suis pas la coutume de ton père et de ton grand-père, comment il est ton grand-père dans sa tombe? Quand il te voit, tu fais Torah Mizot, il est content, tu mets tes tefilines, mais c'est pas les mêmes tefilines que lui mettait. Quand tu fais Kiddush, ta prononciation, c'est pas la prononciation que lui faisait. Quand tu prends le Sidour, c'est pas le Sidour dans lequel il priait. Que s'il viendrait avec toi à la synagogue, il ne comprendrait rien à ce que tu es en train de faire dans ta synagogue. Parce que tu ne suis plus la coutume de tes pères. Tu serais fier de voir ton grand-père, ton grand-père avec une arme dans l'œil, en train de dire qu'est-ce que tu es en train de faire, on ne comprend pas ce que tu fais. On n'arrive pas à prier avec toi? Vous seriez comment? On n'a pas une obligation vis-à-vis d'eux? Dieu choisit pour nous notre coutume. Pas nous. Dieu, quand il me fait venir au monde dans une maison, si je viens au monde dans une maison séfarade, c'est que ma coutume, elle est séfarade. Et je dois suivre cette coutume. Je dois arrêter la tchèque-tchouka, de prendre une autre coutume, et puis à Pessah, ça m'arrange, je mange du riz, parce que je suis tunisien. Ça, tu peux pas faire ça. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas ça. On dit qu'il y a un éther, on rapporte dans les poskim. Un homme qui ne se sent pas bien dans la coutume de ses pères, ça ne lui parle pas. Il a envie de prendre une autre coutume, je l'ai déjà dit. Et que dans une autre coutume, il se sente mieux. Il devient, je sais pas moi, chassid. Alors il y en a plein, hein. Il y en a qui deviennent chassid Belz, chassid Breslev, chassid Rabad, chassid Vijnitz, j'en ai connu. D'accord? Ok? Oui, il y en a plein. Ok? En Europe de l'Est, chaque ville c'est une chassidoute. Alors maintenant, chaque ville, chaque forêt c'est une chassidoute. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Et Baruch Hashem, ça veut dire qu'il y avait un très beau judaïsme là-bas, qui a beaucoup souffert, mais Baruch Hashem, un beau judaïsme à la finale.
et avec un très bel héritage au niveau des enseignements. Mais ce qu'il faut savoir, c'est toi au niveau de tes coutumes. Qu'est-ce que tu es en train de faire? On dit, t'es mieux dans cette coutume-là, tu vas faire ton remisot, tu restes dans la coutume de tes pères, tu ne feras rien. Alors, a posteriori, fais tes chouvas dans une autre coutume. Mais maintenant que tu as fait tes chouvas, que tu es dedans, tu es revenu. Tu réfléchis pas par rapport à la coutume de tes pères? La coutume de tes pères. Ou avant que tu te lances dans un truc qui va te dépasser. C'est pas mieux, tu restes dans une zone de, pas de confort, mais Alpi Alacha, Dieu il t'a fait venir dans une famille où il a décidé pour toi quelle était ta coutume. Qu'est-ce qui t'arrive? Où tu vas? Donc c'est ça en réalité. Et c'est extrêmement important. Et c'est ça qu'on fait les Maccabim, nous dit nous, coutume de nos pères. C'est ce qui nous a protégés. Ce qui nous a protégés. Torah ou Mitzvot, avant tout. Ma priorité, Torah ou Mitzvot. Quoi, tu veux que je travaille Shabbat? Je ne travaillerai pas Shabbat. Tu peux me tuer en Turcous. Ni je travaillerai Shabbat, ni je renoncerai à la Brit Mila, ni je renoncerai au calendrier hébraïque, je renoncerai à rien. Nous, aujourd'hui, à Hanouka, c'est ça qu'on doit enseigner à nos enfants. C'est pas uniquement le miracle, c'est des giborim, mais après on leur achète les poupées Transformers, c'est Batman, et je pense que c'est ça les giborim. Le véritable gibor, c'est pas celui qui se déguise pour devenir un super-héros. Le véritable gibor, c'est celui qui garde son identité et qui ne se déguise pas en quelqu'un d'autre pour jouer au héros. Mais qui est un véritable héros parce qu'il garde ses racines et qui sait d'où il vient. Ça, c'est un héros. Donc, Bezrat Hashem, on voit qu'à Hanouka, c'est là-dessus qu'on doit se renforcer. C'est extrêmement important. Le Rav Israël, il a dit, si chacun garde sa coutume, au moment de Bigva de Meshicha, sa maison, ses enfants, ils marcheront droit. Hein? À la génération messianique. Le talon du Messie. C'est comparer la génération messianique au talon. On fera ça une autre fois. D'accord? Pourquoi le talon? Parce qu'on est la dernière génération. La partie la plus infime de ton corps, mais tout ton corps se repose dessus, c'est le talon. Chaque génération avant nous est comparée à une partie du corps de Mashiach, de la Géoula. On estime que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour reconstruire le corps de Adam Arishon. D'accord? Au niveau de sainteté, aux qualités, quand Dieu l'a créé. Avant la faute originelle. Tu comprends? Et on estime que la génération messianique, c'est le talon. C'est la partie la plus infime, la plus insignifiante. Maintenant, tu prends un couteau et tu coupes les talons à quelqu'un, il ne tient plus debout. Il est handicapé. Alors que c'est une toute petite partie. Hein. Un tout petit bout de peau dans les talons. C'est fini. Il ne tient pas debout. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On voit justement, hein, par rapport à cela, hein, justement, qu'à travers cette période sombre de l'histoire qu'on est en train de vivre, les lumières de Hanouka, c'est quand on est à chaque maison, tu vois les lumières qui s'allument, comme le disait le Rabbi de Lubavitch, c'est comme si tu regardes une constellation dans le ciel, les étoiles dans le ciel. Imagine Dieu depuis le haut, il voit des étoiles ici. Toi, tu mets à ta fenêtre. Dieu, il voit quoi? Que tu as allumé. Bezrat Hashem. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Et les miracles que Dieu peut nous faire par le mérite de la nuage de la Hanouka. Et là, je vais vous raconter une histoire vraie. Qui a rapporté et qui est arrivé avec le Maguid de Mézérich. La semaine dernière, on a eu la Iloula du Maguid de Mézérich. D'accord? C'est un des grands maîtres de la Chassidoute, Ben Porat Yosef. Ok, il a écrit des paraboles et des histoires et des enseignements sur la paracha, sur la Torah. Et le Maguid de Mézérich, c'était le Rav de la région, de la ville, de la forêt de Mézérich. Les Juifs vivaient là-bas, d'accord? Entre eux. Et en Europe de l'Est. Et tout simplement, il y avait le soir de l'allumage de la Hanouka, toute la ville attendait à la synagogue le Maguid qui arrive pour allumer. Et le Maguid, il allume la Hanouka. Et là, d'un seul coup, il y a le shamash de la synagogue, donc le gabaï, le responsable de la synagogue. Il voit que dès qu'ils ont allumé la Hanouka, les lumières de la Hanouka se sont envolées vers le ciel et ont disparu. Ils ont vu ça voler, ça a disparu. Ils ont regardé le Maguid de Mézérich, ils ont dit on fait quoi? On doit rallumer parce que la demi-heure n'est pas passée. Le Maguid de Mézérich, il a dit vous ne rallumez pas la Hanouka ici, vous rentrez chez vous, vous allumez la Hanouka. Et cette Hanouka, j'interdis à qui que ce soit de la toucher ce soir et de la rallumer. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Et là, en réalité, à des kilomètres de là, il y avait un juif qui était un des membres de la communauté de Mézérich, mais pour ses affaires, il était parti loin. Et il espérait pouvoir rentrer à temps pour l'allumage de la Hanouka, pour le premier soir de l'allumage de la Hanouka, pour ne pas rater les brachot du Rav et le petit Dvar Torah du Rav au moment de l'allumage de la Hanouka, du Maguid de Mézérich. Et sur son chemin, il s'était fait arrêter par des brigands, qui étaient aussi des juifs, parce qu'il y en avait. D'accord?
Et les brigands sont venus, ils l'ont menacé de le détrousser. En disant, t'es un homme d'affaires, on sait que t'as de l'argent, on va te détrousser, on va tout te prendre et on va te tuer pour pas qu'il y ait de témoins. Et lui, il a pleuré, il a dit, je vous en supplie, laissez-moi. Je dois rejoindre ma femme et mes enfants. Et ce soir, je suis pressé, je vais me rendre à l'allumage de la Hanoukia chez mon maître, le Maguide de Mézérich. Il lui dit, alors si c'est vrai, on va te laisser sans cheval, sans argent, sans nourriture. D'accord? Et dans le froid absolu, on est en Europe de l'Est, les enfants. Hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà partis en Europe de l'Est à cette période de l'année. Il fait froid. Et on va te laisser. Tu en as pour 6 heures de marche. 6 heures de marche. Si tu arrives à Mézérich, sache que moi, je prends l'engagement, moi, le chef des brigands, de cette bande-là, je prends l'engagement de faire tes chouvas et de leur faire tous tes chouvas ici. Si tu arrives vivant à Mézérich, ça veut dire que ce que tu dis, c'est vrai. Et si tu survis, c'est vrai, tu vas arriver là-bas. Et ce juif, il se retrouve dans la forêt, seul, dans la neige, dans le froid, le plus total, glacial. Il ne sait pas comment il va arriver chez lui. Mais il est attaché à la coutume de ses pères. Il est attaché à son rave. La coutume de tes pères, ça passe par tes rabbanim. Il veut être à l'allumage avec son rave. La nuit est déjà tombée. La Hanoukia a déjà été allumée, il le sait, mais il veut arriver à Mézérich. Il veut revoir sa femme et ses enfants. Il veut voir le rave, lui demander une bracha. Parce qu'il vient de se faire dérober. Et le voleur, il lui a dit, encore une chose. Si tu arrives vivant, tout l'argent qu'on t'a pris, on te le rendra. Et ce juif, il se retrouve dans le froid le plus glacial. Et c'est la forêt, c'est pas éclairé. Il est dans les ténèbres, le type. Il entend les bêtes, les loups, ce qu'il n'y a pas en hiver là-bas. Oui? Et qu'est-ce qui se passe tout simplement? À ce moment-là, il y a 2 lumières qui apparaissent. La lumière du Shamash, de la Hanoukia, qui vient près de lui pour le chauffer. Et une autre lumière qui vient pour l'éclairer. Et qui lui éclaire son chemin. Il ne comprend pas, elles flottent dans les airs, ces lumières-là. Elles flottent dans les airs, il ne sait pas d'où sont venues les lumières. 2 flammes comme ça dans les airs, il ne sait pas d'où elles viennent. Et grâce à ces lumières-là, il a réussi à trouver son chemin, il a réussi à trouver la force pour entrer jusqu'à Mézérich. Et quand il arrive à Mézérich, au centre de la place du village, il attend le Maguide. Et il lui dit, voilà, je t'attendais. Quand j'allume la Hanouka, j'ai une cavana pour toi. Que tu rentres à bon port. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il lui a raconté l'histoire des brigands. Il a fait convoquer les brigands. Les brigands ont fait teshuva. Une histoire vraie. Et on voit en réalité, on n'a pas beaucoup d'histoires avec le Maguide de Mézérich. Mais le peu d'histoires qu'on a avec lui, c'est des histoires qui sont extraordinaires et qui sont vraies. Pour vous montrer le niveau, c'est quoi l'attachement à la loi orale. Sur quoi tu es en train de tenir? Quand nous on dit que notre tzadikim, mort, s'appelle vivant parce qu'on continue leur enseignement. C'est quoi? Quel enseignement tu continues? L'enseignement de tes pères. Ça c'est premièrement. Mais pourquoi tu les appelles vivants? Parce que si nous aujourd'hui on est juifs et dans le Derech HaTorah et qu'on a le Hémet chez nous, c'est parce qu'il y a des générations avant nous qui se sont battues pour garder cette Torah et ce Hémet. Et qui ont donné leur vie pour ça. Que ce soit durant la Shoah, soit la période des Maccabim, soit quelle que soit la période des guerres en Israël, quelle que soit la période, on a des pères qui se sont battus pour garder cette Torah. Et nous, on doit continuer à faire cela. Pas faire des guerres pour garder juste un pays, un lopin de terre. Mais pour garder une Torah et des mitzvot. Bezrat Hashem, qu'on ait ce mérite. Hanouka Sameach à tous. Et j'espère que vous avez bien profité de ce cours, parce que voilà. De bonnes nouvelles. À bientôt. Vas-y, arrête, réalisateur.